Et voilà, nous amorçons déjà l'atterrissage dans cette libre antenne que nous avons commencé depuis 8 heures. Et oui, c'était pas facile. Se réveiller le matin, puisqu'il faisait déjà 26 degrés, je vous l'ai dit quand on a commencé avec cette libre antenne. Nous sommes mercredi 13 avril. Et oui, on amorce l'atterrissage, mais l'atterrissage en douceur. Oui, en douceur, parce que le patron de l'Espace 50 est bien dans ce studio. Lui-même était là au micro, il vous a annoncé sa présence. C'est pour vous dire que les choses devront changer dorénavant à la Radio 50. Oui, la seule radio que vous pouvez voir très prochainement. Vous aurez l'opportunité de suivre en direct et en intégralité tout ce qui s'est dit et s'est fait ici à la radio, grâce bien évidemment à la modernisation de la Radio 50. Oui, lui, on l'appelle l'homme qui a révolutionné le média en République démocratique du Congo. Il s'appelle Jean-Marie Kassama, le patron de l'Espace 50. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, on parle des dessous des cartes, parce que Jean-Marie Kassama, on le connaît avec ses analyses pertinentes. Comment va le monde? En tout cas, ce sujet nous fait beaucoup de bien, que ce soit à la télé qu'à la radio. Et aujourd'hui, les auditeurs ont l'opportunité de décrypter avec vous l'actualité. On commence d'abord par ces dossiers de Vital Kamerhe avec la Cour de cassation qui annule le jugement de la Cour d'appel avec un français aussi facile. Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qui se passe. Est-ce Vital Kamerhe est définitivement acquitté ou bien il sera encore devant la barre très prochainement? Pour le moment, il n'est pas définitivement acquitté, mais ce qui est sûr est que les jeux politiques au niveau national sont en train de se faire, de sorte que Vital Kamerhe recouvre ses droits, puisse rejouer un rôle dans l'espace politique, tout simplement dans les cours des événements à venir. Autrement dit, on avait cru se séparer de Vital Kamerhe, l'anéantir pour ne pas constituer un danger pour 2023. Les événements ont montré qu'effectivement, il est encore et toujours incontournable aux côtés de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi était devenu seul. Pourquoi? Parce que les partenaires d'hier étaient en train de partir un à un. En commençant par d'abord le mariage qu'il avait avec Vital Kamerhe, parce que à Nairobi, ils se sont entendus pour gagner et puis partager les pouvoirs, et qu'il devait y avoir alternance en 2023 au profit de Vital Kamerhe. Et quand Tshisekedi devient président, les partisans n'ont pas voulu que cela fonctionne comme cela. Vous savez, le pouvoir arrive, il y a le miel qui va avec. Et donc, ils ont dit, voilà, pour le moment... Tshisekedi peut avoir de nouveaux partenaires, peut s'étendre autrement et se défaire de Kamerhe. Il y a bien évidemment la justice avec les affaires et cette affaire de 100 jours qui n'impliquait pas 100% Vital Kamerhe seul. Il y avait des interactions avec d'autres partenaires, mais on a voulu, comme il était un partenaire, on va dire un acteur majeur, appuyer sur lui pour en quelque sorte l'affaiblir. Et donc Vital Kamerhe, vous avez vu que durant toute la procédure, il est resté digne, il gardait toujours l'espoir que cela allait dans son sens. Il s'est beaucoup victimisé et, ma foi, si jamais du côté de Félix Tshisekedi, les choses allaient marcher, ou avaient marché, c'est le terme, avaient marché, il allait se défaire de Vital Kamerhe. Mais Jean-Marie Kassama, vous ne voyez pas que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se traiteront peut-être avec beaucoup de réserves, parce qu'on a tous suivi le procès 100 jours. En dernière minute, on va dire que Vital Kamerhe avait lâché prise en disant que voilà, ce qu'on disait de lui, c'était plutôt le président, parce qu'il faisait tout sous couvert du président de la République. Là, il a étalé... Le jeu politique, il y a la réalité du pouvoir. Le jeu politique, c'est que on n'est pas amis toute la vie. On n'est pas amis, on reste ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut savoir se défaire de son partenaire pour garder soi-même le leadership. Les exemples sont légion. Le Burkinabé Thomas Sankara avec Blaise Compaoré, on a vu ce qui s'est passé, on a vu Denis Sassou Nguesso avec Marien Ngouabi, on a vu ici à Kinshasa à l'époque Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Vital Kamerhe, Joseph Kabila. Donc je peux vous en citer beaucoup d'exemples comme ça. Le plus important à dire est que le jeu politique profite aujourd'hui à Vital Kamerhe. Ceux qui avaient fait le calcul qu'il allait être marginalisé, qu'il pouvait être remplacé
par Katumbi, par Mbemba ou par exemple Bahati, eh bien, se sont trompés. Parce qu'effectivement, l'importance, l'implication de Vital Kamerhe dans la vie politique nationale est encore plus que certain, et que les autres qui ont été récupérés n'ont pas été beaucoup plus efficaces pour faire oublier Vital Kamerhe. Mais ça sera difficile de se remarier d'une manière aussi sereine, pérenne, parce que ça a laissé beaucoup de traces. Vital Kamerhe est un homme aujourd'hui blessé, est un homme humilié, la maladie est passée par là, et donc même quand bien même il va revenir par la réelle politique, qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que, allez, on va dire remariage de raison, ça serait beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous se regarder en chaîne de faïence. Il y a encore des images qui existent d'humiliation. Il y a encore les partisans des uns des autres qui se sont beaucoup insultés pendant tous ces temps. Ça sera plus compliqué le remariage. Et d'ailleurs, si Vital Kamerhe arrive et qu'il est, par exemple, Premier ministre, ça sera difficile. Certaines langues l'annoncent déjà à la primature. C'est ce qui s'est murmure. Si par exemple, il devient Premier ministre, mais il va faire face à qui? À ceux qui l'ont jugé, ceux qui l'ont arrêté hier. Le juge, par exemple, au niveau de Matete, qui a arrêté le président de la Cour constitutionnelle, tous ces ministres, tous ces gens de la classe politique qui ont commencé à se moquer de lui, ses propres partisans de l'UNC qu'il avait déjà enterrés. Rappelez-vous que ces ministres qu'il avait envoyés au gouvernement, beaucoup ne le prenaient même plus au téléphone. Jean Baudouin Maillot. Bon, c'est vous qui le citez, mais il est de l'UNC. On parle de Maillot, on parle de Mboj, on parle de beaucoup qui pensaient que Vital Kamerhe faisait partie déjà du passé. Comment ils vont pouvoir se comporter maintenant quand l'homme va revenir, on va dire, au premier loge? Ça serait beaucoup plus compliqué. Mais la réalité politique est que, aujourd'hui, si Félix Tshisekedi ne se remarie pas avec Vital Kamerhe, ça sera très compliqué. Surtout qu'il a perdu, on va dire, en soutien des tailles, Jean-Marc Kabound qui s'en va. À l'UDPS déjà, on va dire que c'est une coquille vide, puisque là, celui qu'on appelait 520 gigas n'est pas au parti. Donc, il manque des cadres qui pourront, bien évidemment, le porter encore très haut. Alors, je vous ai dit qu'il y a eu d'abord divorce Vital Kamerhe, divorce avec l'FCC, divorce avec Jean-Marc Kabound, divorce avec François Béat. Ça fait un peu beaucoup. Par rapport à la coalition, pour ne pas dire à la manière de fonctionner sur le plan politique. Et puis ça va être un peu encore plus compliqué lorsque l'IDPS n'est pas très très organisé. Regardez tout simplement ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'élection des gouverneurs des provinces. Les listes proposées par l'IDPS sont contestées par l'IDPS elle-même. David Moukeba qui porte plainte contre l'IDPS, RDT de l'ancien ministre qui porte plainte, enfin qui est en conflit d'ailleurs direct avec l'IDPS. Donc les soutiens d'hier de Félix Tshisekedi se sont délités avec le temps. Ça posera un problème, on va dire, de consistance. Et s'il ne joue pas très bien pour rassembler au maximum, l'IDPS aura beaucoup de difficultés en 2023, si jamais il y a élection, parce que aux dernières nouvelles, les élections posent problème en termes de moyens, en termes de logistique, en termes d'organisation. Tout ceci pose des réels problèmes. Mais on projette bien évidemment ces élections de 2023. En politique, les alliances se font, se défont, se refont aussi. Oui, c'est ça la dynamique de la politique. Mais pour l'instant, vous avez évoqué un cas très, très important, un aspect important, l'accord de Nairobi. Pour l'instant, Kamerhe, certes, il va se remarier avec Félix Tshisekedi Tshilombo, mais il faudrait encore maintenir cet accord quand on sait que Félix a fait le premier mandat et que le deuxième mandat, il devra soutenir Kamerhe. Il faut réajuster cet accord de Nairobi. Pour l'UDPS et beaucoup de militants de l'UDPS, c'était caduc déjà. Le retour, par exemple, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, l'arrivée des Bahati, l'arrivée de la Mosaïque, par exemple, du PPRD, ça fait que beaucoup ne voyaient plus encore en Vital Kamerhe un partenaire, on va dire, incontournable et avec lequel on doit partager moitié-moitié, ce qu'on appelle les caches de l'époque. Maintenant qu'il y a des soucis au niveau
FCC qui s'était défait de Joseph Kabila. La mosaïque pose problème avec le départ de Kabound. Il y a des soucis certains. Regardez Henriette Ouamou qui veut prendre la place de Kabound alors que c'est Paul Chilumbu qui était en pole position. Tout ceci fait que ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ce qui veut dire que les stratèges de Félix Tshisekedi doivent de maintenant réfléchir à la récomposition de la majorité. Pourquoi ? Parce que au Congo, les gens fonctionnent avec les intérêts, les gens fonctionnent avec la dynamique. Regardez en face Joseph Kabila avec le PPRD, avec toute la configuration du FCC, ils sont en train de se réorganiser, les alliances sont en train de se refaire. Au fur et à mesure, le bilan politique pose également un peu problème, et que ce qui se passe par exemple avec les Katanga, si demain on propose Vital Kamerhe Premier ministre, le poste de Premier ministre qui était réservé aux Katanga, eh ben, les Katangais vont avoir aussi à revendiquer un certain nombre de choses. Mais revendiquer c'est bien, mais après tout, Sama Lukonde qui était porteur d'espoir, on l'a vu passer complètement à côté de la plaque avec un gouvernement des warriors quasi inexistant, et la preuve c'est que vous voyez comment est-ce que ces ministres tombent. Là, il faut privilégier l'intérêt national. Est-ce que Sama Lukonde, c'est de sa faute ? À partir du moment où Sama Lukonde n'a pas eu la marge de manœuvre suffisante, il faut rappeler que c'est le Premier ministre le plus effacé possible. À son corps défendant, il a adopté cette attitude-là pour ne pas gêner le président Tshisekedi, parce que depuis Lunkamba, l'objectif pour Tshisekedi était d'avoir un Premier ministre, on va dire, qui le suit, qui est derrière lui et qui fait sa ligne de conduite. Alors que la Constitution demande, ou plutôt réserve au Premier ministre un certain nombre de prérogatives, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le leadership de Sama Lukonde n'est pas mis en cause en termes d'efficacité, parce que il peut s'expliquer en disant que je n'ai pas eu la marge de manœuvre, il peut s'expliquer que ça a été compliqué, j'ai été phagocyté par beaucoup de conseillers, par exemple, qui prenaient des dossiers et qui parfois dirigeaient les choses sans me rendre compte. Et donc, le plus important pour le poste de Premier ministre, c'est la géostratégie. On ne peut pas garder Vital Kamerhe, Premier ministre, il est du Sud Kivu, et garder Modeste Bahati, président du Sénat, il est du Sud Kivu. Ça va faire tâche pour une seule province qui gère des institutions importantes. Et maintenant, si Tshisekedi adopte Vital Kamerhe, il va faire face à lui la grosse machine de Bahati Lukwebo, qui a beaucoup d'élus, qui a l'ancrage, qui a les réseaux. Et ben, quand Bahati va se sentir menacé, réflexe de survie oblige, il va aussi déployer ses moyens. Donc, vous voyez, c'est un dilemme cornélien que Félix Tshisekedi va avoir affronté dans les jours à venir, parce qu'il a à la fois la tâche de reconquérir ou de réformater l'UDPS, de recentrer l'Union sacrée, qui doit avoir un bon coordonnateur qui n'est toujours pas là. Ensuite, de choisir quelle est la place qu'il va réserver désormais à Vital Kamerhe. Parce que quand bien même on va blanchir Vital Kamerhe, en termes de vox populi, en termes de la clameur publique, l'état des droits, la bonne gouvernance, etc., les gens vont quand même dire, mais ce monsieur, vous avez dit qu'il a détourné beaucoup d'argent, qu'il n'était pas bien, il y a eu un procès public. Comment voulez-vous qu'il revient encore, vous lui redonnez des responsabilités, c'est qu'il a la capacité, ou plutôt la latitude encore de faire plus qu'avant. Mais si jamais Vital Kamerhe prenait les commandes de la primature, ne voyez-vous pas que l'opinion va encore se poser 1001 questions, d'autant plus que aujourd'hui, la décision de la Cour de cassation d'annuler le jugement rendu en appel se voit comme un frein à la lutte contre la corruption. C'est ce qu'il dit à Cage, et c'est ce que pensent beaucoup de gens. Parce que, d'abord, les gens avaient posé problème à l'époque, posé des questions sur les motivations de l'inculpation, de l'arrestation de Vital Kamerhe, qui a été juste invité à répondre à une invitation à Matete, et il a été arrêté, envoyé à Makala, et c'est pour ça que la procédure a été un peu, je dirais, biaisée dès le début. Ensuite, il a été présenté comme le seul qui a détourné, alors que beaucoup de gens étaient entrés en ligne de compte. Et après, on l'a quand même condamné. Comment on peut passer de 20 ans à 13 ans, de 13 ans à 0 et où est parti l'argent? Où sont les maisons? Où sont les choses qui étaient promises? Il y a un juge même qui a été décédé. Entre autres. Donc, veut dire que
c'est beaucoup d'interactions, beaucoup de situations inconfortables qui vont faire que, si c'est pas bien géré, l'opinion va penser que c'est, on va dire, de calculs politiciens, tout simplement, des arrangements entre politiciens, et qu'on nous a pris pour quantité négligeable, nous le peuple, et que l'argent, au lieu d'être utilisé pour nous, ça a été utilisé par les individus qui se sont blanchis eux-mêmes maintenant. Et Félix Tshisekedi a basé sa politique sur l'état des droits, sur l'anticorruption. Ça s'est fait très bien avec l'IGF. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'IGF reste le seul qui, en quelque sorte, défend la vision du président Tshisekedi. Mais qui n'est pas aidé malheureusement par la justice. Mais malheureusement, l'IGF est combattu, y compris par l'IDPS. Alors que l'IDPS devait soutenir l'IGF, l'IDPS, être aux côtés de Alinguete, pour que même si ses propres fils sont, comme Eteni, comme Tony Mwaba, sont inquiétés, et bien qu'ils disent voilà, nous on donne l'exemple effectivement parce que c'est notre combat pour lequel on fait cela. Mais quand vous gardez vos propres cadres, vos ministres, à peine on les inquiète, mais on fait rien pour eux ou contre eux, ça pose problème au niveau de l'opinion. Donc on doit avoir une analyse beaucoup plus pertinente, de sorte que la suite des événements donne raison à Félix Tshisekedi pour dire voilà ma ligne de conduite que j'avais édictée, ça que j'avais promis à la population, j'avais promis à mes partenaires, je respecte. Jusque-là, ça pose un problème de cohérence, ça pose un problème de constance, ça pose un problème de géostratégie, parce que déjà on est fâché avec Moïse Katumbi, c'est les Katanga. Qui est dans l'Union sacrée. Oui, mais virtuellement, l'Union sacrée. Comment virtuellement, alors qu'il a des députés, il a des ministres c'est virtuellement. Au sein de l'Union sacrée. Tout le monde sait que le climat n'est pas bon entre ces ministres ou certains députés des Katumbi qui sont encore dans l'Union sacrée, parce que eux-mêmes, Katumbi lui-même, quand vous écoutez son discours, regardez la sortie de Salomon Escadella au Maniema là-bas. Les discours qu'il a tenus, tous ces gens qui sont venus, quand vous voyez les médias pro-Katumbi, comment ils développent l'actualité, ça n'a rien à voir avec les soutiens à Félix Tshisekedi. Et vous regardez le Peter Chani arrêté, Jacques Ndale est encore en prison, il y a tout ceci qui fait que c'est un mariage qui reste mariage virtuel. Mais il y a quand même un parti qu'on semble oublier, c'est bien le PPRD, avec la sortie, on va dire, surprenante de JKK, qui a présidé les 20 ans d'existence du parti politique. C'est peut-être un nouveau départ pour le PPRD, pendant qu'on est en train de s'oublier. Le PPRD travaille peut-être en coulisses pour, pourquoi pas, revenir en force à la magistrature suprême. Écoutez, on croyait enterrer Joseph Kabila, PPRD, le FCC, etc. Ils ont eu quand même à encaisser les coups de la transformation de la majorité, ce qui s'est fait avec notamment la transhumance, etc. Ils ont pris le temps de faire leur deuil. Maintenant, ils sont en train de se réconfigurer. Au mois de mai, c'est-à-dire le mois prochain déjà, il va y avoir le congrès du PPRD. Ensuite, toute la mosaïque autour de Joseph Kabila est en train de se reconstituer. Il va y avoir certainement une nouvelle réconfiguration avec des nouveaux venus. D'aucuns parlent même de remariage avec Kamere, remariage avec Katumbi, remariage ou mariage de raison avec Fayoulou, etc. C'est ça la dynamique de la politique chez nous. Ce qui fait que le plus important dans tout ceci, c'est la constitution, les institutions stables. Si les uns les autres mettent en cause et la CENI, et la Cour constitutionnelle, et la manière dont les choses se font au Parlement, les frustrés de l'Union sacrée feront un comeback aussi facilement que cela va apparaître. Vous voyez l'Union sacrée subsister jusqu'en 2023, on va dire à l'année des élections. Ou bien chacun devra prendre ses dispositions, se retirer. Les politiciens congolais suivent toujours là où va l'eau. En général, ils voient le courant des choses, ils voient le vent, et quand ils sentent que, comme il y a une problématique des bilans du côté de Félix Tshisekedi, comme il y a une problématique de leadership, qu'il y a une problématique, on va dire, de l'opinion, regardez les sondages, etc. Si ceux qui veulent survivre, comme des députés par exemple,
on fait la nouvelle reconfiguration, ils vont dire, je préfère aller du côté de l'opposition parce que j'aurai la chance d'avoir un discours, d'être élu ou réélu, que de rester dans l'union sacrée parce qu'on va nous sanctionner en masse. Mais ces leaders ne sont pas nombreux, puisque vous avez Jean-Pierre Bemba qui est dans l'union sacrée, certainement, il va partager les bilans. Félix Tshisekedi, vous avez Moïse Katumbi, peut-être Martin Fayoulou qui est... Non, ça c'est une analyse, on va dire, trop linéaire. Jean-Pierre Bemba est aux côtés de Félix Tshisekedi pour des raisons de réalisme politique. Au retour de la prison, Jean-Pierre Bemba était dégarni, il n'avait plus d'argent, n'avait plus d'assises populaires, il avait besoin de réintégrer les institutions. Lui-même, il a tenté d'être président de la République. Il n'a pas pu parce qu'il a un casier judiciaire. Et donc, il s'est rapproché de Tshisekedi, pensant que Tshisekedi allait changer la constitution pour que lui puisse recouvrer ses droits. Jusqu'à aujourd'hui, la constitution n'est pas changée. Et donc Bemba est inéligible pour bien évidemment les prochaines joutes électorales. Bien évidemment. Aux dernières nouvelles, il ne peut pas. Parce qu'il a toujours sa condamnation. Et Tshisekedi n'a pas voulu changer, certainement, d'après beaucoup d'analyses, parce que s'il change, Bemba va être son challenger direct. Et Katumbi aussi, challenger direct. Mouzit aussi, challenger direct. Donc, il a préféré ne pas changer pour que tous ces gens restent un peu, en quelque sorte, c'est supplétif. Deuxièmement, Bemba a besoin de se faire une surface financière. Parce qu'en venant de prison, qu'est-ce qu'il avait encore? Pas grand-chose. MLC un peu par terre, disloqué, ses affaires ne fonctionnaient plus. Avec les cadres qui... Oui, tout le monde était parti. S'en est allé. Et puis, François Mwamba, ses Sanga, tout le monde était parti. Kambinga, Yves Kisombe, tout le monde était parti. Donc, il est resté avec quoi? Yves Bazaïba, un peu Fidel Babala. Voilà, tout ce qui restait à Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, en se mariant avec Tshisekedi, il a pu placer quelques éléments à lui dans les institutions pour se faire une santé. F. Bazaïba dans... Oui, se faire une santé financière pendant ces temps. Je crois que Félix aussi est au courant de cela. Bien évidemment qu'il est au courant. C'est pour ça qu'il prend souvent des mesures conservatoires. Il met les titulaires et puis en dessous, il met quelqu'un de chez lui pour essayer de contrebalancer. Mais Jean-Pierre Bemba, moi, vous avez la signature, vous placez vos gens. F. Bazaïba a bien placé les gens de Bemba fonctionnent encore, ils font semblant d'être avec Tshisekedi. Dès qu'ils auront une petite surface financière, un petit incident est vite arrivé pour qu'ils prennent leur distance. La même chose pour Moïse Katumbi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vital Kamerhe aussi. C'est pour ça que quand bien même il était en prison ou durant la procédure, il ne pouvait pas dire à ces gens de ne pas rester avec le gouvernement parce qu'il avait besoin que ces gens soient dedans. Même si certains qui étaient restés... Je me rappelle même d'une sortie médiatique de Billy Kambale allant à l'encontre de l'UDPS. Il a été vite rappelé. Stratégiquement, Vital Kamerhe l'a rappelé à la raison parce que lui voulait effectivement que tout le monde reste, à la fois pour se faire une petite surface financière, en même temps pour garder un œil sur le fonctionnement des institutions, en attendant de prendre de nouvelles options, de lever les nouvelles options. Et aujourd'hui, nous sommes au moment des options. Ils ont fait pression. Ce qui arrive avec la Cour de cassation, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ça fait partie de réglages. Rappelez-vous la phrase de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe est un homme correct, il a encore un rôle à jouer. Il anticipait aussi sur cela. Pour voir, je divorce pas tout de suite et d'une manière radicale, on ne sait jamais demain ce que cela peut conduire et on y est arrivé. Jean-Marie Kassamba, avant qu'on aborde d'autres aspects, parlons encore de ce Félix Tshisekedi, le président de la République, déboulonnement. On attendait voir peut-être des choses changer complètement. J'avais déboulonné, ça bougeait un peu le FCC, semblait-il, avec des gens qui se sont dit, pour se protéger, il faudrait rallier le camp adverse. Finalement, rien n'a changé. Est-ce qu'en 2023, Félix, face à la population, aura quel discours? Parce que ce matin, ça, c'est nous qui les constatons. Nous sommes journalistes. Qui dit journaliste, il faut faire les constats sur terrain, voir comment est-ce que les choses évoluent. Des routes pratiquement délabrées. Aucune route pratiquement construite, pas d'hôpitaux, pas d'école, puisqu'avec la gratuité de l'enseignement, ça n'a pas marché. On a essayé de réajuster, c'est-à-dire avoir une autre formule. Félix Tshisekedi devant la population aura quel discours? Parce que
visiblement, il n'a pas de bilan positif. Si, il a quand même un bilan. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a la peur du gendarme aujourd'hui avec l'IGF. Il a mobilisé un tout petit peu quand même les finances publiques. Il y a une espèce de quitus au niveau international. On ne fait pas trop la guerre comme à l'époque de Joseph Kabila parce que les gens étaient anti-Kabila, comme Kabila empêchait qu'il y ait la prédation la plus cruelle, par exemple avec les codes miniers qu'il avait fait appliquer, etc. La difficulté aujourd'hui est que au niveau de ce que vous appelez déboulonnement, on ne peut pas déboulonner en RDC, et ça depuis 1960. Vous allez déboulonner quoi? Vous allez déboulonner une classe politique qui est là, qui s'entremêle, qui se mélange, puis qui régénère régime après régime. Ceux qui étaient avec Lumumba, se sont retrouvés avec Mobutu. Ceux qui étaient avec Mobutu, ou plutôt avec Tshombe, se sont retrouvés avec Mobutu. Ceux qui étaient avec Mobutu se sont retrouvés dans l'opposition des années 80. Les Tshisekedi étaient les chantres du MPR. Ceux qui étaient avec Mobutu se sont retrouvés avec Mouzé. Ceux qui étaient avec Mouzé, Mobutu, se sont retrouvés avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ceux qui étaient avec Joseph Kabila, ce sont ceux qui font la loi autour de Félix Tshisekedi. Demain, ça sera la même chose. On ne déboulonne rien. C'est parfois des discours qui sont tenus pour la consommation, on va dire, de la masse. Parce que on ne peut pas créer les fils à couper le beurre. Vous allez créer une nouvelle classe politique. De quelle manière? Parce que les gens des années 60 ont mis au monde des années, les fils des années 70, 80. Ceux qui tombent ici, c'est les enfants des 70, 80, 90, un tout petit peu, et qui ont vécu avec l'argent de leur père, qui ont vu les méthodes de travail de leur papa. Et donc, on n'a rien déboulonné du tout, on ne peut rien déboulonner. On peut tout simplement apporter sa touche, on peut tout simplement imposer un certain leadership, comme ça s'est fait avec l'IGF, vous voyez. Depuis 1960, le Congolais était dans une dynamique de consommation. Vous savez, Mobutu disait Yibandambu, Tikandambu. Ça veut dire qu'il encourageait la corruption. Oui, mais parce que la corruption. Les détournements. La corruption zéro n'existe nulle part au monde. Il y a tout simplement des proportions. Aux États-Unis, ils sont dans les 70-30. Ils consomment 70, investissement, etc. 30 partent dans la corruption. En Europe, vous avez 65-35. Par exemple, quand vous parlez des affaires, par exemple en Europe, vous entendez Sarkozy, les affaires, Mitterrand, Chirac, tout ça, c'est l'argent de la corruption. La politique, par exemple, en ce moment, c'est la campagne électorale en France. Est-ce que tout le monde sait d'où vient l'argent de la campagne électorale? C'est l'argent de la corruption. On va parler de ces élections en France, ce sera peut-être notre dernier sujet. Mais Lamouka, avec, on va dire, cette présidence tournante, Fayoulou, Mouzito, là déjà, Mouzito s'est dit... En fait, le camp Mouzito annonce sa candidature pour les élections de 2023. Vous voyez déjà une fissure entre Fayoulou et Mouzito. Si c'est possible, est-ce Mouzito aura du poids politique pour faire face, par exemple, à un certain Félix Tshisekedi? Celui qui pèse, c'est Fayoulou, c'est pas Mouzito. Mouzito, c'est un technicien, un inspecteur des finances, qui a été ministre du budget, premier ministre, mais c'est pas un leader politique qui peut s'imposer. Celui qui a les discours, c'est Fayoulou. Celui qui a une certaine base dans les bandundus, c'est Fayoulou. Et donc, si Mouzito veut exister... Même dans le Grand Équateur aussi, puisque depuis un moment... Bien évidemment. Fayoulou a, en quelque sorte, un certain leadership affirmé. Il a été candidat. D'après nos analyses, certaines informations, des différentes sources, Fayoulou aurait obtenu un score très important aux élections. Mais bon, la réelle politique est passée par là, on ne va pas développer. Mais le plus important est de dire Fayoulou, qui est resté radical du début jusqu'à maintenant, Fayoulou qui peut, en tout cas, qui a bon dos aujourd'hui, qui peut expliquer qu'il avait raison, qu'il avait dit qu'il rien n'allait se faire de consistant, et il a dit voilà, je vous avais promis, regardez ce qu'il y a. C'est l'une qui est un peu mal à l'aise, c'est un peu Bazaïba, parce que Bazaïba tapait beaucoup sur Félix Tshisekedi, mais elle est dedans, c'est un peu compliqué. Non, c'est la politique de notre pays. On lui balance souvent ses propres vidéos, mais c'est qui je peux donner comme conseil à Adolphe Mouzito, c'est qu'il travaille maintenant sur le programme politique.
qu'ils travaillent réellement sur le plan politique, qu'ils commencent à ratisser l'âge, qu'ils forment leurs cadres, qu'ils forment un gouvernement d'alternatives, de sorte que demain, quand il va y avoir des vraies campagnes, qu'on n'ait pas des campagnes d'anathèmes, d'insultes, qu'on ait des vraies campagnes basées sur des offres politiques. Parce que Moïse Katumbi, lui, ne dort pas. Et il travaille avec un autre leader du Bandundu, Olivier Kamitatou, qui est un bon technicien. Mais qui est, on va dire, un peu effacé depuis un moment. Ben, il n'est pas effacé, il s'est mis dans l'ombre des Katumbi. Peut-être à tort, parce que vu vraiment son profil, c'est quelqu'un qui pouvait prendre le devant, mais bon, je pense qu'il est beaucoup plus technicien, porte-parole, directeur des cabinets, qu'il a été 10 ans ministre de plan, il a été porte-parole de Joseph Kabila, il a été un acteur aux côtés de Kabila, etc. Mais ce n'était pas ça, sa place. Sa place était, à l'époque de G7, faire des choses beaucoup plus sur le plan international. Moi, j'ai débattu avec lui à TV5 à Paris. Donc, aujourd'hui, Olivier Kamitatou doit aider Moïse Katumbi à peaufiner l'offre politique parce que l'adversité, demain, ça sera Fayoulou contre Katumbi. Okay. Et cette offre sera contre Félix Tshisekedi. C'est ça qui pourrait aussi être un Fayoulou et Katumbi qui s'unissent pour combattre Félix, puisque c'est possible que voilà. Mais c'est déjà à l'ordre du jour. Mais ils peuvent aussi se réunir. Katumbi, Mozito, pourquoi pas aussi Bemba, former la Mouka de Genève. En fait, ce qui est plus important aujourd'hui à dire est que les choses se font pour équilibrer ce que Félix Tshisekedi n'a pas pu faire. Et c'est là où s'invitent les débats anti-kassaïens, par exemple. Parce que les gens aujourd'hui vont trouver des prétextes pour dire les Kassaïens étaient venus, ils nous ont plus dominés que développer le Congo. Les Kassaïens sont venus, ils ont plus humilié les Congolais que développer le Congo. Et c'est parfois à tort de dire ça. Là où Félix Tshisekedi peut jouer le rassembleur, c'est d'expliquer que il n'est pas dans ces débats-là. Que lui, il est père de la nation, président de la République, qu'il a travaillé avec les Katangais, premier ministre, il a travaillé avec le gars du Sud Kivu, Bahati, et que, bon, voilà, son discours, c'est un discours national. D'ailleurs, on lui fait un mauvais procès, que c'est un président des Kassaïens, etc. Mais, il faut qu'il ait à ses côtés des leaders de chaque province pour pouvoir faire campagne pour lui. Mais vous oubliez aussi le vieux Mbosso Nkodia Mpwanga, dans le Grand Bandundu, il peut aussi jouer une partition importante. Non. Mbosso n'a été qu'un élément, on va dire, pour combler, on va dire les tripatouillages qu'il y a eu au niveau des institutions, notamment de l'Union sacrée. On l'a mis là, d'abord comme doyen, tout simplement. Ensuite, le doyen est devenu lui-même président de l'institution. Et avec son passif un peu de moboutiste, il a fait jouer un peu tout cela. Mais en termes de leadership, Mbosso, il ne peut pas égaler même Olivier Kamitatou dans les Bandundu. Parce que Mbosso est au soir de sa vie. Vous savez, pour aujourd'hui convaincre, il faut être high-tech. Avoir un peu de l'énergie aussi. High-tech, avoir de l'énergie. Bouger, donner des interviews. Mbosso, il est dans la machine d'avant. Il est de la génération de Kengo Odondo. Aujourd'hui, la politique, ça va très vite. Ça va très vite. On va devoir chuter avec ce sujet au niveau de la France, puisque, je l'ai dit, vous n'êtes pas qu'un éditorialiste national. Vous analysez tout le sujet, que ce soit au pays, sur les continents, mais également sur... on va dire toute l'étendue en fait mondiale, là où on parle l'actualité. Jean-Marie Kassamba est au courant de cela et on parle des élections en France, avec ces duels entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est un peu comme en 2017, même si Macron a pris, on va dire, une option sérieuse pour garder le fauteuil à l'issue du premier tour. Vous voyez les choses bouger au second tour? Bon, ça ne va pas trop bouger parce que cette élection était faite déjà. Pourquoi? Parce que Macron, c'est le produit du capitalisme français ou européen, tout simplement. C'était un ancien banquier. Moi, je l'ai connu conseiller au ministère de Finances, au niveau de Bercy, là-bas. C'était un ancien de Rothschild. Voilà, la France est gérée par le multinational. Donc, on a pris ces jeunes qui n'avaient pas de parti politique, qui n'avaient pas de base du tout. Il était un peu proche de François Hollande.
Donc, on lui a créé une plateforme un peu, je dirais, virtuelle, la marche pour la République, etc. Bon, on l'a mis là président. Durant ces 5 ans, il a pu faire ce qu'il pouvait. Il ne pouvait pas faire plus que ça, parce que la France est un pays endetté, c'est un pays très bousculé. Maintenant, la gauche traditionnelle n'existe presque plus, disloquer les partis socialistes. La droite, depuis la mort de Jacques Chirac, et notamment Nicolas Sarkozy avec toutes ses affaires, parce que c'est plus un affairiste qu'un président de la République. Donc ça fait que la droite ne tient pas. Vous voyez, aujourd'hui, Valérie Pécresse représente la gauche, plutôt la droite française, gaulliste, mais ma foi, ça peut pas fonctionner. Il faut en France des grandes personnalités pour représenter la droite. C'est pas Valérie Pécresse. Et la gauche, la même chose. Vous voyez, la dame Hidalgo, bon, elle est bien maire de Paris, mais elle ne peut pas être une grande figure de la gauche. Même pas les communistes aussi, non pas. Mais non, le communisme est mort depuis la mort du communisme de l'Union soviétique. C'est fini. Le communisme en Europe, c'est devenu en quelque sorte l'ombre de la classe politique. Donc en France, c'est le capitalisme qui fait aujourd'hui la loi. Donc le capitalisme est représenté par Emmanuel Macron avec les mondes des médias. Il est président des médias. Toutes ces chaînes de télévision d'information en continu. Bien évidemment. Oui. Donc, il va être réélu, naturellement, les 10 mai prochains. Il aura encore à faire 5 ans. Et puis, on va reconfigurer la classe politique congolaise, plutôt française, pour peut-être penser à quelqu'un d'autre. Parce qu'en France, il n'y a que 2 mandats, tout simplement. Mais peut-être l'avant-dernière question, Marine Le Pen, on l'a aussi critiqué pour, je vais dire, son discours xénophobe. Déjà dans son plan, dans son projet, il accordait peu d'importance aux expatriés, aux étrangers. Donc Macron, pour l'instant, tendra bien évidemment la main aux Africains, même si on sait que la Russie gagne petit à petit du terrain en Afrique, et c'est peut-être ce qui fera de lui encore un président populaire lors de ses seconds mandats. Écoutez, Marine Le Pen, c'est la fille de son père. C'est l'extrême droite, c'est le Front National, anti-juif, anti-étranger. L'air fonds de commerce, c'est la lutte contre les immigrations, etc. Vous avez vu, il y avait un petit... un peu surexcité, là, Éric Zemmour, un bon journaliste qui faisait des analyses un peu de droite. Tout ceci, j'avais dit que c'était pour amuser un peu la galerie. La France est un pays juif, avec la majorité des juifs, la finance, le médecin, les médias, c'est juif. On ne peut pas mettre un président qui n'aime pas les juifs en France. Ça ne viendra jamais, c'est comme aux États-Unis, c'est constitué des juifs. Donc, on peut laisser la classe politique un peu débattre, etc. Mais in fine, à la dernière minute, on change complètement. Enfin, on revient aux fondamentaux. C'est-à-dire que Marine Le Pen est là pour le décor, comme son père a été contre Jacques Chirac. Voilà, elle sera là aussi pour, en quelque sorte, faire respirer la démocratie française. Mais en réalité, c'est la monarchie, la France. C'est la monarchie. Un dernier mot par rapport à la guerre de l'Ukraine, on va dire invasion russe en Ukraine. Les choses ne bougent pas. L'OTAN qui semblait soutenir ou qui promettait soutenir l'Ukraine, on le voit un peu baisser, croiser les bras. Non, Volodymyr Zelensky pleurniche presque chaque jour, disant que j'attends l'appui de l'OTAN. Pendant que Poutine tire, pendant que Poutine menace, récupère des villes. Tout ceci est du cinéma et teinté de beaucoup d'hypocrisie. Ce qui se passe en Ukraine, c'est tout simplement le théâtre ambulant qu'on connaît sur le plan international. Ce qui se passe en Ukraine, c'est l'OTAN qui avait encerclé la Russie depuis la chute de l'URSS. Ils ont placé à la fois des laboratoires, des armes, à la porte de la Russie. Et Poutine, qui a reconstitué la force russe depuis 20 ans, leur avait dit de ne pas le faire, de désamorcer pour tout ceci. Ils n'ont pas voulu faire. Il a fait ce qu'on appelle la guerre pour anticiper. Il a détruit, il continue d'ailleurs de nettoyer maintenant tout ce qui représentait la menace au port de Moscou. Mais Poutine, c'est le fournisseur numéro 1 de l'Europe et du reste du monde. Aujourd'hui, la crise dont on parle, l'augmentation de prix un peu partout, c'est dû à cela. Même en RDC, j'ai lu Le Monde, Poutine fournit à l'Europe 60% de son énergie, le gaz, le pétrole, le charbon.
Donc, les produits agricoles pour les agriculteurs, pour les entreprises. En passant, la situation que traverse actuellement, je vais dire Kinshasa, pour ne pas citer tous les pays, en matière de carburant, est due aussi... Entre autres. Mais bien évidemment, parce que nous sommes dépendants à 80% de l'extérieur. Forcément, si la semoule qu'on mange ici, ça vient de la Russie, de l'Ukraine. Beaucoup de produits des grandes consommations, ça passe par là. Et les entreprises même qui nous vendent les produits agricoles, le poulet, tout ce qui se passe à travers le monde, ça passe par la Russie et l'Union européenne. Comment voulez-vous que l'Union européenne ne puisse pas nous faire subir la crise qu'elle subit déjà de part de la Russie. Et entre-temps, l'Union européenne n'a pas coupé la coopération avec la Russie. La Russie continue à fournir du gaz, fournir du pétrole, du charbon. Non, en clair, il y a des magasins, des entreprises européennes qui sont toujours en Russie, Auchan, Total, ça fonctionne là-bas. L'argent, par jour, on donne à Poutine $1 milliard par l'Union européenne, par exemple, pour sa survie. La Tchéquie, par exemple, ou la Pologne, ou la Bulgarie dépendent à 100% de la Russie. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Et la Russie, c'est un pays nucléaire. Vous allez le gratigner comment? Un petit missile, ça met 26 minutes pour arriver à Paris, ça pulvérise Paris. Donc, on ne blague pas avec la Russie comme ça. La Russie, c'est pas la Syrie ou c'est pas l'Irak. Et d'ailleurs, les États-Unis n'ont jamais gagné des guerres. Au Vietnam, les Viettes les ont chassés là-bas. En Afghanistan, ils viennent de fuir là-bas. En Russie, plutôt en Syrie, c'est la même chose. En Irak, pendant 20 ans, ils n'ont rien fait du tout. Donc, ce n'est pas Poutine qui est une grande puissance militaire que personne ne va inquiéter. Et pour l'instant, on voit Biden réagir de loin plutôt que sur terrain, alors qu'il a promis un soutien de taille à l'Ukraine. On ne fera rien du tout, mon ami. Les États-Unis, je vous ai dit, en Somalie, ici, ils ont fui la Somalie. Comment voulez-vous qu'ils pèsent affronter la grande puissance militaire, économique, financière qui est la Russie qui a les soutiens de la Chine, le soutien de l'Inde, l'Iran, voilà. Donc... il ne faut pas écouter tous les discours qu'on est en train de débiter pour dire Poutine est isolé, non, il n'y a rien de tout ça. Voilà, peut-être la dernière question, comment vous voyez l'issue de cette guerre, pour ne pas dire la suite? Ça va continuer comme ça prendra un peu plus de temps, comme on l'a vu avec Palestine, ou bien... Ça négocie déjà. Ça négocie pour la fin. Ça négocie déjà depuis un certain temps. On va dépiécer si possible l'Ukraine. Déjà, Poutine a déjà récupéré la Crimée. Ouais. Il est dans le Donbass maintenant pour mettre en quelque sorte la ceinture autour de la Russie. Mariupol aussi bientôt. Oui, Mariupol, ça c'est sur le chemin. C'est-à-dire que d'abord, l'objectif pour Poutine, c'était pour neutraliser tout ce qui a été installé en Ukraine. C'est pour ça que vous voyez l'acharnement des pays européens, etc., etc. Parce que tout ce qu'ils avaient misé là-bas, c'était le maximum des choses. Et ils disaient, c'est pas possible. Voilà, ça c'est juste l'agitation parce qu'ils avaient mis beaucoup de choses en Ukraine et ça a été démantelé. Maintenant, ils vont négocier avec Poutine pour sauver la face, en quelque sorte, pour dire, voilà, l'Ukraine va être neutre, ensuite, gardez quand même la Crimée, mais si vous voulez, on va avoir des observateurs, un peu comme ils ont fait en Palestine, au Liban. Mais pourquoi Zelensky ne négocie pas directement avec Poutine pour calmer la tension? Il représente quoi, Zelensky? Il ne représente rien du tout. C'est un comédien qu'on avait pris, on a mis là comme président. Il fait un peu de la comédie par une société comment on appelle, de communication qui lui écrit ses discours, il lit sur les prompteurs. Mais parfois, si on le voit sur terrain, en tenue... Mais on le sent, mais s'il est coaché, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire quoi, le pauvre? Il ne peut que faire ce qu'il... C'est du cinéma qu'il fait. On lui met en contact avec les assemblées, il lit les prompteurs et puis voilà. Mais les Occidentaux savent que dès qu'ils terminent de lire, et ils regardent la population, ça va? Ah non, nous, les puissances... Il a même demandé à la population de prendre des armes, ça veut dire... Rien du tout. Votre pays. La réelle politique, c'est plus compliqué que ça. Si les morts pouvaient faire changer quelque chose, nous avons 10 millions de morts ici en RDC. Ça n'aimait personne. Le Yémen, il y a autant de morts, ça continue. Vous allez en Éthiopie, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ça continue. Et donc, non, les morts, ça fait rien du tout. Les Européens font un peu sur le bourg à travers les médias, mais vous avez vu que le corona qui était présenté comme étant
la fin du monde. Personne n'en parle pour l'instant. C'est ça l'hypocrisie. Les yeux sont tournés vers l'Ukraine. C'est ça l'hypocrisie. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je rappelle que vous êtes le patron de l'Espace 50. Un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça sera comme ça maintenant désormais. On va essayer de booster la chaîne avec des analyses, avec vous, de chez vous, qui allez venir ici même, échanger, partager, parler, et surtout nous permettre d'avoir des contradictoires sur la chaîne, et ceux qui nous suivent à travers l'internet aussi, parce que nous aurons à mettre maintenant tout ce qu'on fait ici en ligne, Facebook, satellite, etc. Radio 50, ça sera le média qui va bousculer l'événement ici en République démocratique du Congo. Et bravo à toute l'équipe qui est déjà sur le chapeau, sur les chevaux, en train de travailler. Mais c'est parce qu'on reçoit chaque jour les instructions du maître d'école. Voilà. Et voilà, c'est par ici qu'on devra mettre un terme à cette antenne libre, la libre antenne que nous avons commencé depuis 8 heures. Et c'était pas facile, on a parlé de beaucoup de sujets avec Jean-Marie Kassamba. On a parlé bien évidemment de cette décision de la Cour de cassation qui annule bien évidemment le jugement de la Cour d'appel. On a parlé également de Félix Tshisekedi, on va dire les perspectives d'avenir. On a parlé de la Mouka. On a parlé également des élections en France pour chuter par l'invasion de la Russie en Ukraine. Une courte transition, on se retrouve après pour chuter totalement.